je vous présente la première activité. Donc, l'intention, au terme de cette activité, les participants et les participantes devraient être en mesure d'anticiper les besoins et les difficultés d'un enseignant souhaitant accompagner ses élèves dans la régulation de leurs apprentissages. Je vais débuter par vous présenter le contexte, pourquoi on en arrive à vous parler de la régulation des apprentissages à ce moment-ci de l'année. On va regarder du côté du DAE ce qu'on y retrouve, du guide. Puis après ça, on vous pisse vers des éléments de discussion et on termine avec une synthèse. Donc, cette activité-là va se dérouler sous forme de discussion. On va aborder 3 sujets qui sont liés à l'auto-évaluation et l'autorégulation chez l'élève dans un contexte d'utilisation d'un DAE. Et avant d'amorcer cette discussion-là, pourquoi traiter de la régulation, de l'auto-évaluation à ce moment-ci? Quel est le lien avec le dossier d'apprentissage et d'évaluation? On est allé chercher une petite citation qui a été tirée dans un bouquin de Chouinard et Micheline Joanne Durand. On trouvait que ça venait bien contextualiser notre discussion d'aujourd'hui et faire les liens avec le guide DAE. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le bon fonctionnement d'un portfolio, donc dans ce cas-ci d'un DAE, est conditionné par le développement de l'esprit d'auto-réflexion et d'auto-évaluation des élèves. Donc, c'est une citation que Chouinard et Durand sont allés chercher ailleurs. On nous dit aussi que pour que l'élève soit en mesure de sélectionner et de mettre en place des stratégies d'apprentissage, notamment les stratégies d'écriture et de lecture. Dans notre cas, ce sera nos stratégies qui sont dans nos programmes. Il doit nécessairement avoir la capacité de s'auto-évaluer. Donc, ce qu'on vient nous dire, c'est que cette sélection-là de traces doit nécessairement passer par une capacité à s'auto-évaluer, donc être en mesure de faire une bonne sélection de traces nécessairement pour passer par l'auto-évaluation. Ce que nous disent nos programmes ou nos encadrements, nous avons dans nos programmes, dans le cadre d'évaluation, des éléments qui amènent l'auto-évaluation et la régulation. Rapidement, on va regarder ensemble. On est allé chercher un tableau que nous avons dans la section 2.5 du guide DAE, dans lequel on a répertorié pour vous des éléments de réflexion, puis des éléments qui peuvent amener l'auto-évaluation et la régulation chez l'élève. Avant d'aller plus loin au niveau de la régulation, de l'auto-évaluation, on va regarder pourquoi on fait le choix de s'arrêter vers ces pratiques-là dans le cadre du DAE. Et pourquoi à ce moment-ci de l'année aussi? Parce qu'on est rendu à une 3e étape où l'élève devra faire, pas l'élève, mais l'enseignant, devra faire un bilan des apprentissages de ses élèves qui porte sur l'ensemble du programme d'études. Et dans le programme d'études, comme dans le cadre, il y a des éléments ou des pistes qu'on doit aller chercher, des traces qu'on doit aller chercher sur ces apprentissages-là qui touchent particulièrement l'auto-évaluation et l'autorégulation. Donc, sans avoir fait la discussion, sans en être arrivé avec une compréhension commune encore de la régulation, juste comme ça, à vue de nez, on va aller regarder ensemble quels sont ces éléments-là de régulation ou d'auto-évaluation. En passant, si le tableau, si ça vous agace, vous trouvez que c'est trop petit pour vous, que la lecture n'est pas facile, vous avez dans le coin droit de votre écran une petite loupe, puis à côté c'est écrit 100%. Donc vous pouvez augmenter la résolution de votre écran. Vous allez peut-être pouvoir mieux lire. Et quand vous faites ça, c'est juste votre écran à vous qui est agrandi et non pas celui de tout le monde. Donc n'hésitez pas à ajuster vos appareils. Donc, rapidement, je vous inviterai à venir surligner ou encercler en jaune
ce que vous voyez comme étant des éléments d'auto-évaluation. Donc, soit dans les critères d'évaluation, soit dans les objets de réflexion. En fait, les objets de réflexion, ici, ce sont des liens entre les critères et les compétences, donc entre les éléments favorisant la compréhension et des traces laissées par l'élève. Donc, on va s'arrêter premièrement par l'auto-évaluation, surligner, utiliser le jaune pour l'auto-évaluation. Donc, quels sont pour vous des éléments que vous voyez d'auto-évaluation dans ce tableau-ci? Donc, quelqu'un ici nous parle de justification, liste de vérification. J'ai le goût de céder la parole peut-être à Alain. Alain, peux-tu juste venir commenter tes réflexions? Tu as surligné plusieurs éléments. Juste peut-être les expliquer. En fait, allô? M'entendez-vous? Oui, oui, très bien, Alain. Bonjour, Alain. Bonjour. Euh, Moi, j'ai identifié le justifié dans le ajustement de la planification. Si je me dis que l'élève qui justifie sa planification est en mesure de dire ben, pourquoi euh, il le planifie de telle façon, donc il doit se réguler par rapport à ça. Il est en train de réfléchir par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place dans l'organisation de sa planification. Dans le deuxième élément, j'ai mis la De liste de se vérification. réguler ou de s'auto-évaluer, Alain, Ben, d'après de toi? ben, plus de réguler qu'auto-évaluer ici. OK, poursuis. Dans le deuxième élément, j'ai identifié vérifier la liste de vérification. Donc, si j'ajuste ma démarche, je suis en train de m'auto-évaluer. Bon, il y a une régulation d'une part, parce que je suis en train d'ajuster. Puis, en vérifiant ma liste de vérification, bon, je vérifie dans le fond que j'ai tout fait des éléments que j'avais identifiés et je peux ajuster en fonction de qu'est-ce que j'ai nommé ou identifié. Euh, je pense qu'encore une fois, ici, on est dans l'autorégulation plutôt que l'auto-évaluation. OK. Et dans le troisième point où j'ai identifié, moi j'ai mis qu'il établit des liens. Je pense que dans établir des liens, on est en train de faire de l'auto-évaluation. Parce qu'on est en train de voir ce que j'ai utilisé, est-ce que ça a fonctionné, et j'établis des liens entre les éléments de ma planification, du travail, de la réalisation que j'ai mis en place, et est-ce que les éléments que j'ai mis en place sont utiles ou pas? Est-ce qu'ils sont pertinents ou pas? Est-ce que j'ai... Donc, je suis en train de vérifier, je suis en train d'auto-évaluer l'utilisation des ressources que j'ai mis en place. C'est comme ça que je le comprends. OK. Et en le Mais, justifiant, mais je fais... merci, Alain. On va valider auprès de tes collègues. Il y avait Sylvaine aussi. J'ai vu que Sylvaine avait mis sa petite touche. Est-ce que, Sylvaine, tu veux poursuivre? Tu veux ajouter quelque chose au commentaire d'Alain? Disons que ça m'amène à réfléchir sur la différence entre auto-évaluation et régulation parce que les nuances peuvent être, en tout cas les différences peuvent être minces, mais effectivement que pour moi, quand on s'auto-évalue, on peut aussi arriver à une régulation dépendamment du questionnement qui est posé ou par l'enseignant. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai souligné la réflexion, explique et analyse ses actions, ben là, je trouvais qu'on était dans la régulation. Pardon, dans l'analyse et dans la... Explication et analyse, si tu veux, la réflexion dans son portfolio numérique, dans la Oui, justification des actions. OK. Donc là, pour toi, ça, on est plus dans l'auto-évaluation. C'est ce que tu dis? Ben, dans la régulation, quand
on explique, puis dépendamment du questionnement qui va nourrir ça, là, on pourrait aller un peu plus loin dans qu'est-ce que je peux faire de mieux ou qu'est-ce que je pourrais améliorer. Mais bon, ça peut être aussi dans l'ajustement de la... Enfin, c'est un peu confus mon histoire. Je suis désolée. C'est correct. Sylvaine, c'est super. C'est exactement pourquoi on a cette discussion-là aujourd'hui. Tu amènes des belles, des beaux commentaires, des belles réflexions qui nous amènent à discuter justement. Puis c'est bien correct, Sylvaine. Isabelle, tu t'es amusée aussi à mettre ta petite touche. J'aimerais ça t'entendre, ce que tu en penses. Ah, là, je me suis fait prendre. Je faisais, Ah! je faisais de lire la définition de Ah régulation là 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 d'auto-évaluation. là là! Tu triches. Non, 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 c'est bien L'auto-évaluation, correct. Non, je te trouve bien correct. Tu fais du pouce. Vas-y. Alimente-nous. l'auto-évaluation, pour moi, était plus... et là, j'y vais parce que j'ai même pas eu le temps d'aller vraiment me trouver une bonne définition. Fait que j'y vais avec Oui, ma oui, oui, tête à c'est le moi. but. Vas-y. L'évaluation, moi, c'était plus de me vérifier dans mon travail, puis plus comme une liste de vérification. Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait les étapes de mes tâches? Puis dans la régulation, je vais plus me justifier et analyser ce travail-là que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Et est-ce que je l'ai fait à la hauteur? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que je devrais améliorer quelque chose, etc. Donc, quand je voyais des mots plus d'analyse et de justification, j'étais plus dans la régulation. Et quand j'étais à me vérifier, simplement juste valider mon travail, là, je me retrouvais moi plus dans l'auto-évaluation qui est de mesurer si j'ai fait un bon travail ou pas. Mais pour mesurer si tu as fait un bon travail ou pas, il faudra que tu aies quand même fait une certaine analyse, non? Oui. Puis là, ben, l'analyse, quand je lisais ces énoncés-là, je le voyais plus avec des questions de réflexion plus poussées. C'est drôle, hein? Disons, si je mets deux travaux, un à côté de l'autre, lorsque j'ai juste une question de as-tu fait ci, as-tu fait ci, as-tu fait ça? Mais lorsque je suis rendue dans pourquoi tu le fais ainsi, etc., là, je suis plus pour moi dans la régulation. Ça fait que c'est là, je me suis retrouvée confuse et je m'en allais lire des définitions. Très intéressant. Diane a la main levée. Je t'écoute, Diane. Oui, je m'excuse, j'ai un téléphone en même temps, je vais juste baisser le son. Moi, je trouve ça assez difficile ce qu'on est en train de faire là. Dans le sens suivant, c'est que je me dis, bon, j'écoute les justifications que les gens donnent des choix qui ont été faits, puis j'avais même pas eu le temps de me remettre en tête c'est quoi la régulation versus Ben c'est l'évaluation. oui. Alors, ça, je trouve ça difficile comme exercice à faire. Puis en même temps, je me dis, bon, je fais comme un élève, là. La réponse que quelqu'un vient de donner, es-tu bonne ou est pas bonne? Je la Ah ben là, j'y garde-tu? arrive. Je la... Oui. Non, 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 oui, je j'y sais, arrive. mais tu comprends-tu comment Oui, ma oui. réflexion se fait? Puis je suis obligée de faire comme quelqu'un vient de dire, là, de me donner une définition de ce que c'est la régulation pour pouvoir Mhm, déjà essayer mhm, de faire des choix avec ce que les gens disent. Puis je trouve mhm. très brave les gens qui sont allés assez rapidement, là, parce que moi, j'étais pas capable de le faire. J'étais incapable là, de me prononcer tout de suite sans m'être préparée à ça. Fait que là, je suis en train, pendant que tu intervenais aussi, de me donner une définition de la régulation. Pour moi, c'était s'ajuster, mais les questions que tu poses aux gens me permettent d'aller aussi plus loin euh, dans ce qu'on appelle l'évaluation, l'auto-évaluation. C'était mon intervention.
Oui, mais tu as raison que c'est un exercice qui est un peu difficile, Diane, je l'admets. C'est un peu pourquoi on le fait aussi, parce que vos enseignants, quand ils lisent et le programme, quand ils lisent et les cadres, puis que là, ils regardent ça, bon, ben, ça me prend des traces d'ajustement de la planification. Mais là, c'est quoi? Par quel processus je dois passer? Bien, il y a nécessairement tout ça, l'auto-évaluation et la régulation. Tout à l'heure, tu as mis comme attente une compréhension commune de ce que c'est la régulation et l'auto-évaluation. Donc, on vous lance dans cette réflexion-là dans un premier temps. Après ma barre, c'est quoi? On construit cette définition-là ensemble, puis après ça, on va aller voir, ben, quel est le rôle de l'enseignant, de l'élève, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une classe pour amener ça? Donc, on sait que c'est pas facile, mais on, on amorce cette discussion-là de cette façon-là pour justement la construire, cette réflexion-là autour de la régulation et de l'auto-évaluation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir, qui souhaiteraient nous donner, ben, eux, ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que ça peut être? Donc, ici, nous, notre réflexion à nous, je vous la partage. Quand on a construit à la fois ce petit tableau-là, quand on a écrit le guide, etc., et à partir de toutes les lectures qu'on a faites, dont on va vous donner on vous a aussi mis des références, quelques petites références dans l'article de déroulement de la journée. Vous pourrez aller les voir plus tard si vous avez envie d'approfondir cet aspect-là. Donc, dans notre cas, lorsqu'on parlait de tout ce qui était analyse, hein, porter un regard sur tes apprentissages, lorsqu'on amène un élève à analyser, à regarder son travail, à regarder ce qui va pas, ce qu'il pourrait faire mieux, on est beaucoup dans de l'auto-évaluation parce qu'il est en train de porter un regard sur son travail, sur ses apprentissages, il est en train de l'analyser. Donc, partout où on a pour nous de la justification, lorsque dans une note, dans un journal de bord, par exemple, l'élève justifie, qu'il explique, on est beaucoup, là, il est en train d'auto-évaluer les ajustements qu'il a apportés. Il est en train de regarder ce qu'il a fait comme apprentissage. Lorsqu'on a une entrevue avec un enseignant où l'élève il justifie certains éléments de sa démarche. Il est en train de les expliquer pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Il est en train de l'analyser, il est en train de l'expliquer en se référant à une liste de vérification. Il est dans un processus d'analyse, il porte un regard sur ses apprentissages. Donc, on est beaucoup ici dans de l'auto-évaluation. Il s'auto-évalue lui-même. Lorsqu'il va plus loin, par contre, par exemple, si vous regardez dans la colonne Objet de réflexion, on est dans de l'ajustement. Donc, un ajustement, ça veut dire qu'on modifie. Ça veut dire qu'on va plus loin, qu'on apporte des changements. On apporte ces changements-là, ces ajustements-là, suite à quoi? Suite à un regard, suite à une analyse qu'on a déjà faite. Donc, quand on est dans de l'ajustement, on est beaucoup plus dans de la régulation. Donc, on régule suite à une analyse. On a pris de l'information sur nos apprentissages, on regarde nos traces, l'élève, on l'amène à regarder les traces, son travail qu'il a. On a établi avec lui peut-être des critères de réalisation à partir d'une liste de vérification. On a peut-être donné des questions de réflexion pour l'amener à réfléchir sur son travail. Et donc là, il analyse et après ça, il donne des pistes de changement. Voici ce que je peux modifier, voici ce que je peux ajuster. Après ça, il le fait et il démontre ses apprentissages. Donc, quand on est dans l'ajustement, pour nous, on est beaucoup dans de la régulation. Quand on est dans de l'analyse, on est beaucoup dans je porte un regard, je regarde ce que j'ai fait, je l'analyse pour pouvoir aller plus loin, pour réguler. Donc, par exemple, si on regarde une planification, donc une première planification d'une première démarche, l'élève aura peut-être fait noter juste quelques éléments dans sa planification. Il n'aura peut-être pas fait une planification très élaborée. Après avoir travaillé avec lui, peut-être après certaines rétroactions de l'enseignant, peut-être certaines coévaluations avec les élèves, bien, peut-être que l'élève à ce moment-là, il va être en mesure d'ajuster
sa planification et d'aller plus loin, se donner des buts d'apprentissage. Voici pour ma prochaine démarche, je vais faire ceci, cela, suite au regard qu'on a porté sur ma première planification. Donc, on va réguler les apprentissages. Et c'est la même chose pour l'enseignant. Quand l'enseignant doit réguler sa planification, son enseignement, etc., bien, il le fait comment? Suite à une analyse qu'il a fait avant de sa planification. Quand il a regardé ses élèves, il a porté un regard sur les apprentissages de ses élèves, il a analysé tout ça, il dit, ben, oups, je dois peut-être apporter un petit ajustement. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je vais aller voir qui. Daniel. C'est Je moi. t'écoute, Daniel. Oui, je voulais juste attirer ton attention, j'attendais que tu aies terminé, sur une remarque de Mireille dans le clavardage. Et puis, je Oh, voulais dire merci, aussi pourquoi Daniel. on le met en deux temps, parce que on peut avoir des élèves qui font de l'auto-évaluation, c'est supposé de conduire à une régulation, mais il faut accompagner aussi la Oui, régulation. C'est pour ça absolument. qu'on est obligé de voir les deux temps. Donc, Muriel, pour faire suite à ce que tu me dis, Muriel nous dit dans le clavardage, donc il y a une auto-évaluation avant la régulation pour démontrer son apprentissage. Ben, je serais assez d'avis que pour réguler quelque chose, il faut déjà avoir porté un regard. Il faut déjà avoir quand même fait une certaine auto-évaluation. Sinon, on ne sait pas ce qu'on a à réguler, effectivement. Donc, est-ce que c'est une auto-évaluation? Est-ce que c'est suite à une rétroaction de l'enseignant? Est-ce que c'est suite à une co-évaluation entre pairs? Tout ça est possible, mais il y a quelque chose au niveau de l'évaluation qui se passe pour en arriver après ça à ajuster, à réguler. Diane, je t'écoute. Tu viens juste d'ajouter ce que je voulais ajouter, parce que dans le fond, c'est pas seulement, j'imagine, l'élève qui fait une auto-évaluation qui lui permettrait de s'ajuster, mais aussi l'enseignant ou les pairs qui peuvent l'aider à voir certaines choses qu'il n'aurait peut-être pas vues. Absolument, Diane. Absolument. Donc, vous comprenez que là, on est en train de définir ensemble ce qu'est l'auto-évaluation, la régulation. On est en train d'essayer de se faire une bonne compréhension de ce que c'est. Vous comprenez qu'on a quand même des éléments importants dans nos programmes et dans le cadre, donc qui amènent l'enseignant à lui, on doit lui dire, ben, est-ce que tu es en mesure d'aller voir si ton élève est capable d'ajuster sa planification? Donc, pour qu'un élève soit capable d'ajuster sa planification-là, pour qu'il soit en mesure d'apporter des modifications, ben, il y aura eu besoin de faire une auto-évaluation ou il y aura eu besoin de rétroaction ou de co-évaluation. Il va falloir avoir mis quelque chose en place avant en classe. Et donc, il y a des pratiques à déjà mettre en place. Et donc, cette sélection de traces-là, on ne peut pas demander à un élève de les fournir, ces traces-là, si on n'a jamais accompagné ou amené notre élève à le faire. Donc, il faut déjà se mettre en route vers ce processus-là. Sans aller plus loin. Prochaine diapositive, Marie. OK. Je vais vous amener à des éléments de discussion. Donc, on a parlé d'auto-évaluation, de régulation. Quel va être le rôle de l'enseignant? Quel sera le rôle de l'élève et quelles seraient les embûches auxquelles pourrait faire face soit l'élève, soit l'enseignant? Ce seront nos trois pôles de discussion. Et donc, dans un premier temps, on va aborder le premier, c'est-à-dire le rôle de l'enseignant. Quel est le rôle de l'enseignant dans toute la mise en place de ce processus-là d'auto-évaluation, de régulation? Prochaine diapo. Donc, quelles sont les conditions à mettre en place pour soutenir l'élève dans son apprentissage, à s'auto-évaluer, à co-évaluer et à s'auto-réguler? Avec quoi? Quand? Quand est-ce qu'on fait ça? Comment on fait ça? Etc. Donc, quel rôle jouera l'enseignant dans la mise en place d'un tel processus? On va discuter de cet élément-là. Je vais prendre les mains levées.
on va accorder environ peut-être une quinzaine de minutes à chacun des éléments de discussion. Et donc là, je serais curieuse d'entendre, bien, vous, selon ce que vous avez observé, selon dans les classes de vos enseignants, selon vos lectures, selon votre expertise, d'après vous, bien, c'est quoi les conditions à mettre en place pour soutenir l'élève dans son apprentissage? À s'auto-évaluer, co-évaluer et auto-réguler. Je vous écoute. Prenez le temps qu'il faut pour y penser. Alain, je t'écoute. Je vais me lancer, je sais pas si. Vas-y, Écoutez, ce lance. que je pensais, je suis allé voir le dictionnaire de Legendre, puis je suis allé voir c'est quoi l'auto-évaluation. Puis quand on parle d'auto-évaluation ou d'évaluation, dans le fond, c'est basé sur des principes connus. Fait que je me dis que déjà au départ, si la régulation c'est la modification, il faut aller déjà au départ à l'évaluation en premier lieu et se dire bon, c'est quoi l'évaluation? Clarifier avec l'élève, c'est quoi les critères? Donc, on parlait, je pense à une autre rencontre, d'établir avec l'élève quels sont les critères de réalisation, mais déjà mettre en place la liste de vérification. Donc, j'ai des éléments qui permettent à l'élève de situer qu'est-ce qu'il doit être capable de faire pour qu'il puisse au moins euh, situer aussi quels sont les éléments qu'il réussit à faire ou les objectifs qu'il réussit à atteindre. Puis à ce moment-là, une fois qu'il y a sa liste de vérification qui peut s'auto-évaluer par rapport à ce qui est attendu, à ce moment-là, il est peut-être en mesure de dire qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois et d'amener une autorégulation. Mais avant d'établir les critères et qu'est-ce que j'ai manqué? Basé sur les critères, les objectifs prédéfinis, il y a une notion de qualitative. Donc, il faut qu'il soit capable de porter un jugement sur ce qui est attendu. Il faut qu'il sache qu'est-ce qui est attendu. Et donc, le rôle de Donc, l'enseignant pour toi ici est de clarifier avec lui, hein. Peut-être tu parles de critères de réalisation dans ce cas-ci, tu fais du poids sur les listes. Donc, une façon, pour toi, c'est de rendre clair toutes ces exigences-là que l'enseignant a probablement déjà planifiées et d'établir avec lui des critères de réalisation qu'il sache exactement qu'on a établi avec lui ce qu'on s'attend. Puis peut-être que lui se serait fixé des buts aussi. Sylvaine, je t'écoute. Ben écoute, Nathalie, tu viens de résumer un peu ce que j'avais noté pendant l'intervention d'Alain, c'est-à-dire que pour moi, l'enseignant, il doit tout d'abord comprendre la différence qu'il y a entre auto-évaluation et régulation. Ça, c'est notre rôle à nous de l'amener à faire cette différence-là. Par la suite, moi, je pense qu'il doit aussi, dans son année, planifier ses interventions au niveau de comment je pourrais amener l'élève à développer donc son processus de réflexion pour me livrer de plus en plus d'informations en lien avec justement nos critères. Et ça, effectivement, que les listes sont fort intéressantes à ce niveau-là. Puis mon troisième niveau, ça serait qu'il soit capable de communiquer aux élèves ses intentions d'évaluation en lien avec effectivement le processus de réflexion et donc de regarder à l'aide de listes, à l'aide des comportements observables, qu'est-ce qui doit s'attendre les élèves qui sont dans un processus où il y a une réflexion de plus en plus et une régulation aussi de plus en plus pointue qui se fait. Absolument. Donc, moi, je retiens deux choses. Planification. L'enseignant doit planifier ses interventions, doit planifier aussi tout ce processus-là avec l'élève. Il doit communiquer les exigences, les intentions d'évaluation, effectivement. Francine, je t'écoute. Je ne sais pas si ton micro est activé, Francine. OK, voilà. Ouais, t'as raison, j'avais oublié d'activer mon micro. Écoute, je suis en train de dire que je pense que c'est aussi le rôle de l'enseignant d'accompagner l'élève dans la découverte des stratégies qui vont être gagnantes et utiles pour faire une réflexion qui va mener à l'auto-évaluation et la régulation. Donc, Je pense amener que l'élève. Oui. moi, je pense que c'est un des éléments qui est important selon moi. Est-ce que pour vous, je vous pose une autre question. Quel est le rôle
de l'enseignant. Bon, là, on est beaucoup dans la communication d'exigences, planification, découverte de stratégies, toute la mise en place de... Il y a une planification de tout ça qui doit se faire. Établir des critères de réalisation. Est-ce que pour l'élève, est-ce que quelque chose à faire avec l'élève? Est-ce que l'élève sait, lui, est-ce qu'il est conscient de tout ce qu'il doit analyser, regarder? Est-ce qu'il y a un apprentissage à faire? Et si oui, quel est le rôle de l'enseignant à ce niveau-là? Isabelle, je t'écoute. Isabelle, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si tu as activé ton micro. Je crois qu'il n'est pas très fort. Peux-tu l'augmenter un petit peu? Je ne sais pas si Daniel entend Isabelle. Daniel, est-ce que tu entends Isabelle, toi? J'étais prête, j'étais prête à tout noter, mais j'entends rien. OK. Donc, Isabelle, on a un petit problème de son de ton côté. Je vois par contre ta barre qui bouge. Marie-Claire. Oh, Isabelle de l'écrire dans le clavardage, puis moi je vais essayer de faire un copier-coller, d'accord. au pire, là, mais j'aimerais mieux l'entendre, c'est sûr. Donc, on a parlé du avec quoi. On parle ici d'établir des critères de réalisation, des listes de vérification. On a le quand, comment, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place au niveau du quand? Quand est-ce qu'on amène cette auto-évaluation-là? Est-ce que c'est uniquement en fin d'étape? Quand est-ce qu'on parlait de planification? L'enseignant doit planifier ses interventions. Selon vous, cette auto-évaluation-là se fait quand et comment on peut la faire? Là, j'ai des mains levées, c'est-à-dire Sylvaine et Diane, mais je ne suis pas certaine que ce sont pas des mains qui étaient de tout à l'heure. Je ne sais pas si ces dames-là veulent intervenir à nouveau. Sylvaine? Sylvaine, je ne crois pas que ton micro soit Non, activé. OK. non, Nathalie, je ne désire pas intervenir. J'essaie d'enlever ma main présentement. Tu as juste à cliquer sur ta main dans tes options personnelles, puis elle va disparaître. Diane? Euh, Moi, j'essaie de voir avec ce que l'exercice que vous nous avez fait faire tantôt, là. Je regarde les objets de Mhm, réflexion mhm, et les traces laissées par l'élève. mhm. Et je pense que comme enseignant, en termes d'objets de réflexion qu'il y a là, bon, on parle d'ajustement, d'analyse, mais comment on fait une analyse des ressources mobilisées? Bon, on parle de traces, un enregistrement où deux élèves comparent, analysent les ressources qu'ils ont mobilisées. Mais je pense que le rôle de l'enseignant là-dedans, il est de montrer comment on fait ça, une analyse. Quels sont les éléments qu'on analyse, puis comment on peut en venir à une justification ensuite. Là, on parle de justification des actions, tout ça. Pour en arriver à un ajustement, ben, je pense qu'il y a tout l'aspect analyse des informations que les gens vont mettre dans leurs traces, que les élèves vont mettre dans leurs traces. Fait que justifier, analyser, expliquer, je pense qu'il y a un élément à expliquer là aux élèves là, au moment jugé opportun. Oui. Et comment le faire, ben là, je pense que faut voir quels sont les objets de réflexion, puis mettre en lien quelle sorte d'analyse qu'on veut que les élèves fassent. Donc, leur dire à quoi on s'attend comme genre d'analyse. Je trouve ça très, très intéressant ce que tu amènes là, Diane.
Parce qu'on prend souvent pour acquis que les élèves savent le faire. On va leur demander de porter un regard sur le travail d'un copain, de porter un regard sur le leur. On prend pour acquis qu'ils savent comment l'expliquer, qu'ils savent l'analyser, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'ils l'ont vraiment appris? Donc, il y a un apprentissage effectivement à faire à ce niveau-là. Et donc, oui, effectivement, c'est un rôle de l'enseignant de mettre en place, de faire ces apprentissages-là à ses élèves. Et là, j'entends déjà vos petites voix probablement dire oui, mais ils ne devraient pas déjà le savoir, rendu en secondaire 3 et 4. Ben, il faut peut-être aller vérifier, voir si cet apprentissage-là a déjà été fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi que dans une rencontre précédente, on a beaucoup parlé d'autonomie aussi, hein? Puis vous savez que dans la grille d'évaluation qu'on vous a proposée, qu'on vous a donnée comme outil, on y fait référence aussi au niveau de l'autonomie. Donc, puis on vous disait, mais l'autonomie est très, très, très accolée à l'autorégulation aussi. Donc, pour qu'un élève soit autonome, il faut lui donner des pistes, des outils. L'autorégulation peut être un moyen aussi. Donc, si on veut qu'il soit en mesure de s'autoréguler, il porte donc un regard sur ses apprentissages. On suppose qu'il va s'engager et qu'il va développer cette autonomie-là. Donc, il y a vraiment un processus à mettre en place en classe et ça amène l'enseignant à pas se dégager, pas se désengager loin de là, mais mettre en place autre chose que ce qu'il avait peut-être l'habitude à faire, revoir ses pratiques à lui. Donc, être moins directif, être moins contrôlant et mettre les ressources à la disposition des élèves et lui apprendre à s'auto-évaluer, à réguler et à justifier, effectivement. D'autres interventions? Oh, Isabelle me dit que son micro est réglé. Isabelle, j'aimerais ça t'entendre. Et ça fonctionne? Oui, très bien. Parfait. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est justement sur quoi tu viens conclure. Ce que je voulais dire, c'est que à chaque année, j'ai des nouveaux enseignants en PPO, puis ce qui est très difficile pour eux de faire ce rôle-là et d'apporter les élèves à s'auto-évaluer, co-évaluer, faire de la régulation, l'enseignant, il n'est pas à l'aise. Quand tu disais revoir ses pratiques, c'est tout le concept d'être guide dans ce cours-là, parce que dans d'autres disciplines, ils ont un manuel, ils ont un contenu avec des notions bien des fois déclaratives. Alors, ils focus à faire maîtriser ces connaissances-là et ensuite vont embarquer dans un concept, dans un contexte réel, puis mettre en place les compétences. Alors que là, c'est comme si le contenu, pour eux, il n'est pas clair. Et l'enseignant, des fois, perd le focus, perd le but. C'est quoi le but de ce cours-là et le but de l'activité? Et on perd aussi dans la classe tout ce qui est un peu la routine de classe et comment la classe devrait se dérouler en activation de connaissances au départ. On prépare les élèves, on cible nos atteintes, nos critères de réalisation, on modélise, on donne des exemples, on se réalise et ensuite toujours fermer la boucle, puis faire une intégration de tout ça. Puis dans l'intégration, ben, c'est un peu là. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Comment tu aurais pu le faire? Comment tu peux te reprendre au prochain cours? On voit aussi là-dedans un peu la feuille de route. Il y a eu un outil qui a été proposé dès le départ dans PPO, qui était la feuille de route où l'élève cible son objectif. Qu'est-ce que fait ce cours-là? S'auto-évalue. Qu'est-ce que j'aurai à faire le prochain cours? Puis en même temps, l'enseignant peut suivre ses élèves un peu là-dedans, l'apporter à avoir un peu plus d'autonomie, puis s'auto-évaluer ou réguler par moment. C'est ce bout-là, là, dans ses pratiques, si l'enseignant ne fait qu'un an en PPO Explo, il est difficile pour lui de mettre en place ces choses-là parce qu'il est insécure lui-même un peu dans sa planification, vers quoi il s'en va. Puis le rôle de guide, il n'est pas encore ancré en lui. Mais en fait, Isabelle, oui, je pense que tu as raison que ces programmes-ci, on donne un rôle, beaucoup de guides et d'accompagnateurs à nos enseignants. Hein. Il est majeur dans les programmes. Mais la régulation, l'auto-évaluation, la régulation, c'est quelque chose qui est aussi transversal à d'autres disciplines. C'est pour ça aussi qu'on l'apporte, parce qu'on essaie de vous apporter des éléments. On sait que vous avez d'autres disciplines aussi.
Et c'est quand même aussi présent si je regarde un enseignant français, lorsque son élève est en planification d'écriture, qui est en écriture, il va avoir à porter un regard aussi, il devrait avoir à porter un regard sur les stratégies qu'il a mis en place, ses stratégies de correction, ses stratégies d'écriture, etc. Et porter un regard sur son texte et aller toujours un petit peu plus loin et se donner de nouveaux défis, de nouveaux buts. Donc, mais effectivement, dans le cadre de nos programmes, c'est très, 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 très présent. Merci, Oui, Isabelle. puis c'est la beauté de la Oui, chose, juste vas-y. pour conclure. C'est un peu la beauté de la chose parce qu'on doit faire ça, puis parce qu'il y a un beau gros critère d'évaluation dans la grille Mhm. d'interprétation. Là, ben, c'est ce qui rapporte aussi les enseignants à se questionner le pourquoi de son activité. Puis, dans le fond, si tout le monde fait son auto-évaluation, sa régulation, là aussi, on vient voir la qualité de mon activité. Est-ce que l'activité était vraiment en lien avec la compétence et puis pourquoi le jeune a eu de la difficulté. Dans le fond, c'est tout ça qui nous permet de donner un meilleur cours d'une fois à l'autre, là. Oui, absolument. Et juste à ajouter ce que tu viens de dire, tu dis on a un critère d'évaluation dans le cadre, mais on a aussi les éléments favorisant la compréhension de chacun des critères dans le cadre a toujours une dimension d'ajustement, hein. Donc, sans vouloir traiter ces éléments favorisant la compréhension comme étant des éléments pointus, des sous-objectifs, sans vouloir le faire, mais ça fait quand même partie de c'est quoi la pertinence d'une planification, c'est quoi l'efficacité d'une mise en œuvre, d'une démarche exploratoire. Ben, pour être en mesure de porter ce regard-là, voir si la mise en œuvre elle est efficace, ben, il va nécessairement falloir passer par aller chercher des traces, demander à l'élève de sélectionner des traces d'ajustement, pourquoi il l'a fait. Et c'est ce qui vient nous dire que maintenant, c'est comme ça qu'il nous prouve que la mise en œuvre de sa démarche, elle est efficace. C'est il est aussi passé par cette régulation-là, par cette auto-évaluation-là. Et donc, il a apporté des ajustements et c'est ce qui fait en sorte qu'elle est efficace, sa mise en œuvre. Donc, Isabelle, lève le pouce. Je pense qu'elle est d'accord avec ce que je dis. Sylvaine. Je prends une dernière intervention, puis après ça, on va s'arrêter au rôle de l'élève. Je trouve ça très, très, très intéressant la discussion qu'on a ce matin parce que je réalise que quand je regarde la pratique de mes enseignants, ils ont un grand focus sur amener les élèves à faire des liens entre leur profil personnel, peut-être plus le critère pertinence des éléments de réflexion là, dans le retour sur le profil personnel. Retour sur le profil. Tout à fait. Et là, ça m'amène aussi à le lien quand j'expliquais l'importance effectivement de questionner, de faire l'auto-évaluation aux élèves pour qu'ils puissent après ça expliquer leurs ajustements. Les enseignants me disaient, Sylvaine, les élèves répondent ça très rapidement, c'est sans nécessairement beaucoup de réflexion. Et les ajustements, finalement, il n'y en a presque pas parce que pour eux, c'est comme de prouver qu'ils se sont trompés dans leur première version. Parce qu'il y a ça aussi chez les élèves, toute la notion de il faut que je sois bon tout de suite parce qu'il faut que j'aie la bonne réponse, là. C'est ça tout à fait. Et là, ça m'amène tellement à prendre conscience que moi, comme conseillère pédagogique, j'ai tout un travail à faire que je n'ai pas réalisé jusqu'à maintenant là, sur l'importance de l'auto-évaluation et de la régulation. Puis je vous en remercie d'amener ça parce que ça va être en lien avec mon plan de travail, je pense, pour l'année prochaine. Mais tant mieux. Puis j'aime beaucoup entendre ça, ce que tu dis là au niveau de l'erreur, tu sais, d'enlever toute cette pression-là chez l'élève. Quand il a approuvé que oui, j'ai peut-être que j'étais mal enlignée, mais je me suis ajustée, j'ai trouvé des stratégies, je me suis mis en route, puis regarde maintenant comme la mise en œuvre de ma démarche, elle est efficace. Regarde, j'ai fait tout ce bout de chemin-là, donc c'est valorisant pour l'élève de le faire aussi. Et donc, c'est là qu'il s'engage. Je vois Muriel et Stéphane qui ont levé le pouce. Je pense qu'ils abondent dans ton sens, Sylvaine. Daniel, tu as une intervention? Oui, ad hoc à ce que Sylvaine dit, moi je pense que
C'est OK que les enseignants ont beaucoup mis l'accent sur les liens, tout ça, c'est, je dirais, tout à fait normal et tout ça. Mais justement, c'est ça la valeur ajoutée du dossier d'apprentissage, la petite étape de plus, puis je suis contente de t'entendre dire, OK, prochaine étape l'année prochaine, tu sais. Bon, j'entends aussi Isabelle me dire, ouais, moi j'ai des nouveaux enseignants chaque année, là. Mais je pense que c'est ça. Si on se dit, c'est quoi la différence entre appliquer la réflexion dans le cadre du programme, puis la réflexion versus si j'applique un dossier d'apprentissage, c'est peut-être ça, la prise en charge de l'élève, Oui. puis c'est pas évident. Puis c'est des pratiques à remettre en place, puis vous avez nommé quelques outils tantôt, là, c'est un peu le travail là, du comité, puis de cette année, je t'appellerais ça une valeur ajoutée. Hein, c'est là qu'on va vraiment, ce que l'élève va se prendre, puis va être capable de faire par lui-même reproduire ça dans d'autres situations de la vie courante, apprendre à Oui. s'ajuster, à se réguler, puis à s'auto-analyser. C'est pas juste dans le cadre du PPO qu'on souhaiterait qu'il le fasse. Ben, tout le réinvestissement, il est là, là. Si on demande aux élèves de réinvestir, oui, mais réinvestir quoi et comment? Donc, on lui aura appris à le faire. Merci, Daniel. Diane? Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'aspect dans les critères d'évaluation, quand on parle de pertinence et d'efficacité. Euh, Quand on parle aussi d'habileté de plus haut niveau, là, analyser, justifier, expliquer, ben, je pense que la discussion est très importante à avoir avec les élèves sur qu'est-ce qui est pertinent pour toi et ce qui l'est peut-être moins pour quelqu'un d'autre aussi dans certaines situations. Puis quand on parle d'efficacité de la mise en œuvre de la démarche exploratoire, euh, il y a ça aussi, là, qu'est-ce qui est efficace par rapport à une personne dans une situation aussi. Et moi, je trouve que je vois beaucoup, on parle beaucoup de mieux se connaître quand on parle de ces programmes-là, mais je pense qu'il y a un autre aspect aussi, c'est s'adapter à des situations et s'ajuster. Alors, tout cet aspect-là, je le trouve extrêmement intéressant. Et aussi ce que quelqu'un a dit tantôt, là, le droit à l'erreur. Euh, Parce que les élèves, quand ils s'ajustent, ils font comme bon, je n'étais pas correct qu'avant, donc c'est comme une espèce de. Je trouve que là, il y a quelque chose à travailler aussi par rapport à l'enseignement euh, Mhm. dans ces groupes-là, de faire des réflexions qui font que s'ajuster, c'est pas dire je n'étais pas correct, puis c'est négatif, là. Alors ça, je trouve ça très intéressant comme C'est beaucoup toute l'évaluation en fonction d'aide, hein, qu'il faut démystifier, puis qu'il faut, je pense qu'il faut réactualiser, qu'il faut mettre plus d'emphase. C'est sûr que si des élèves sont habitués d'être évalués toujours dans le but d'un résultat, puis et non pas dans un but de s'auto-évaluer, puis de reconnaître ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont à faire pour s'ajuster, pour aller plus loin, mais chez eux, c'est sûr que ça génère souvent un petit stress s'ils ne sont pas habitués à ça. Si on leur fait voir que c'est toujours pour aller plus loin, c'est ça qu'on va regarder, ben, ils se donnent ce ce qui est droit-là. le fun dans ce programme-là, c'est que dans le fond, l'élève peut aussi se voir comment il était à un moment donné. Tu sais, tantôt, tu parlais de porter un regard. Ben, c'est porter un regard à un moment donné. En début d'année, Mm. c'est ce regard-là. 2 mois après, c'est un autre regard aussi. Fait que je pense que ça peut être Mhm. intéressant aussi pour l'élève de voir une évolution, un changement, une façon différente de voir les choses aussi. Ben oui, Donc, s'ajuster, c'est aussi ça. ben oui, absolument. Puis quand on parle d'engagement de l'élève, ben, il faut lui donner le droit de se réengager, de s'engager. Puis pour s'engager, ben, c'est tout ça. Il y a une prise de conscience à faire, effectivement. D'autres interventions? C'est super intéressant comme discussion. Euh, Prochaine diapo, Marie. On a parlé du rôle de l'enseignant qui doit planifier ses interventions,
qui doit communiquer avec l'élève ses exigences, qui doit mettre en place des pratiques, l'amener à apprendre à s'auto-évaluer, tout ça. Mais l'élève, lui, qu'est-ce qu'on va lui répondre quand il va nous demander, ben, à quoi ça sert? Qu'est-ce que j'ai à faire? Sur quoi doit porter mon auto-évaluation? Avec quoi dois-je le faire? Quand dois-je le faire? Avec qui? Comment? Donc, c'est quoi le rôle de l'élève là-dedans? C'est sûr qu'il y a des éléments de réponse ici qu'on a déjà abordés dans notre première discussion, mais peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Vraiment prendre la posture de l'élève. C'est quoi le rôle de l'élève dans ça? Parce qu'il n'est pas habitué de jouer ce rôle-là, l'élève non plus. Donc, je réalise qu'il n'y a pas d'intervention. Je vous amène un petit peu plus loin dans notre discussion. C'est parce qu'on réfléchit. Oui, je vous laisse réfléchir. C'est vrai que je vais peut-être un peu vite. Hein? Vous ne le savez pas, mais quand on anime derrière une plateforme VIA, là, puis qu'on lance une question, il y a toujours le petit stress. On ne vous voit pas, on ne voit pas les yeux, on ne sait pas. On ne sait pas si la question a une résonance ou non chez vous. Il n'y a pas de non-verbal, disons. Donc, l'ajustement pour l'animatrice, c'est plus difficile. Je vous laisse réfléchir, je vous donne ce temps-là. Qu'est-ce qu'on lui donne au niveau de ses... est-ce qu'il y a un rôle à jouer au niveau de ses buts d'apprentissage? C'est l'enseignant qui les fixe, c'est lui, quand on l'amène à se réguler. Quel rôle il y a à jouer aussi tu sais, on parlait tout à l'heure que l'évaluation, puis la régulation, ou l'analyse des traces, l'analyse des apprentissages, est-ce qu'il doit le faire seul? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer par rapport à ses pairs? Comment il peut tenir compte des réactions? Lever la main. Qui a levé la main? Excusez-moi. OK, Sylvaine, vas-y, je t'écoute. Moi, Nathalie, spontanément, ce qui me vient en tête, c'est des attitudes. Des attitudes à Oui. adopter, puis d'accepter, que l'élève doit accepter aussi qu'il est dans un certain inconfort. Parce que tantôt, on dit que c'est des cours qui sont tellement différents des autres disciplines en termes de bonnes et mauvaises réponses, entre autres, OK? Mais c'est tellement des cours qui demandent à l'élève de réfléchir sur son processus que ça le place, c'est ça, je dirais, dans un certain inconfort de ne pas avoir la bonne réponse, d'aller se questionner. Et ça demande aussi d'aller à l'aveugle un peu, c'est-à-dire de dire, OK, je vais participer à l'exercice, mais sans trop savoir si effectivement, ben, c'est comme un risque si tu veux. Puis le but de l'apprentissage qu'il pourrait y voir, ben, c'est effectivement le transfert qui peut se faire dans la vie future. Et ça, c'est à l'enseignant de donner ce sens-là à l'auto-évaluation puis à la régulation. Mais c'est pas évident, puis je pense que ça amène l'enseignant à devoir focusser régulièrement sur cet objectif-là de transfert parce que pour l'élève, là, ici et maintenant, il ne voit pas nécessairement cet objectif-là. Je sais pas si je réponds, là. Oui, absolument. Absolument. Diane? Moi, j'aime beaucoup ce que Sylvaine vient de dire. Euh, Parce que j'essayais de me mettre dans la peau d'un élève, puis je me disais, ouais, euh, oui, il y a sûrement un inconfort, puis peut-être qu'il y en avait un aussi dans la difficulté qu'on avait à y répondre un peu. Puis j'aime beaucoup le risque, parce que dans un groupe, là, tu te dévoiles. Tu dévoiles des choses de toi-même que tu dévoiles pas
peut-être dans un cours de mathématiques ou alors toute la tout le climat et toutes les relations interpersonnelles dans un groupe euh, à qui on demande de réfléchir sur ce qu'il fait et ce qu'il pense et de le partager, euh, c'est euh, c'est très important. Alors, je rejoins Sylvaine sur les attitudes en parlant du, du relationnel et de l'interpersonnel. Absolument, tout à fait. L'ouverture d'esprit, oui, absolument, tu as raison. Et quand tu parles de climat de classe, ça n'a pas ressorti tout à l'heure dans le rôle de l'enseignant. Mais moi, j'aurais le goût de te dire que oui, l'élève a un rôle à jouer au niveau de ses attitudes, mais l'enseignant a aussi un rôle important à jouer dans la mise en place d'un climat de classe qui est favorable à ça. Effectivement, j'aime beaucoup cette dimension-là aussi que tu apportes, Diane. Alain? Bon, en fait, moi, je pense que tu viens de le dire. Moi, spontanément, suite aux réactions de Sylviane et de Diane, ce serait justement ça. Je pense qu'on revient au rôle de l'enseignant par ces deux définitions-là. Oui, l'élève a des attitudes à adopter, mais on a à installer aussi ces attitudes-là qu'on a à mettre en place, ou des attentes d'attitude. Puis, si on veut que le climat de classe s'installe, ben, il faut que ce soit l'enseignant aussi qui l'installe. Mais au cœur de tout ça, si l'enseignant comprend bien son rôle, moi je pense qu'on peut mettre en place ces éléments-là pour que les élèves embarquent. Mais ce que j'observe dans certains des groupes où je travaille, c'est justement ça. C'est où l'enseignant comprend pas nécessairement bien son rôle, puis il est encore dans une première année, il est dans l'appropriation, puis il est dans qu'est-ce que je fais demain, puis comment je vais le faire, puis on se pose pas trop de questions. Puis l'élève, il a fait une bonne démarche ou il n'en a pas fait une bonne. On n'est pas dans le processus du tout. Là. Fait que je pense que le cœur, c'est l'enseignant, encore une fois. Là. Absolument. Marc? Oui, moi, l'image qui me vient en tête, c'est un peu un élève qui a un rôle de chercheur. Quand il doit faire des démarches, il doit faire une recherche sur différents domaines, il doit faire une recherche sur soi, il doit, en plus, on lui demande de porter un regard là-dessus, sur son processus, sur les outils, et comment il va faire pour faire les prochaines recherches. Donc, c'est vraiment un rôle, moi, en tout cas, l'image, c'est un rôle différent qu'il a à faire dans les autres cours. Dans ce cas-ci, on lui demande vraiment d'être maître de sa recherche. Donc, c'est une démarche, mais il doit adopter un peu une attitude, comme les autres ont dit, autonome de chercheur. C'est l'image qui me vient, qui un peu me rapproche le plus de rôle de l'élève qui doit adopter dans ce cours. Merci Marc, absolument. Il y a un rôle important à jouer, chercheur, observateur. Tu me dis, il est maître de sa démarche. Diane, tout à l'heure, soulignait, et Sylvaine aussi, on parlait du risque. Donc, accepter de prendre certains risques, mais c'est aussi l'amener à comprendre, oui, il y a des attitudes à développer, oui, il y a des risques à prendre, on l'accepte, mais c'est pas sans filet par contre, parce que l'enseignant, lui, est là toujours pour soutenir ces apprentissages-là et pour le guider et pour l'accompagner. Donc, un élève qui accepte de prendre des risques lorsqu'il sait qu'il ne tombe pas dans le vide, puis qu'il y a un filet en dessous de lui, ben, c'est sécurisant aussi. Donc, ce filet-là, qui est beaucoup de l'accompagner dans ces apprentissages-là, parce que c'est un apprentissage à faire, c'est un apprentissage qu'il doit faire. Ça lui revient d'accepter de faire cet apprentissage-là au niveau d'apprendre à s'auto-évaluer, de réguler, mais et aussi beaucoup à co-évaluer les autres, tout ce travail-là avec les pairs qu'il peut faire, tout ce qu'il peut apporter aux autres est important aussi. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage à faire chez l'élève dans ce sens-là. Et ceux qui diront que, ben là, j'ai l'impression que mon rôle en PPO est plus ou moins important, il travaille seul, j'ai l'impression de juste éteindre les feux, mais non. Il est drôlement important, le rôle de l'enseignant, il est juste bien différent. Diane?
Moi, je regarde la première question que vous avez posée, à quoi ça sert? Hmm. Et je me dis, bon, peut-être Parce qu'il qu'il y aurait quelque chose à aller travailler là. Dans le sens suivant, c'est que, bon, ça arrive, des fois que les élèves en PPO ou dans d'autres de ces disciplines-là, de ce domaine-là, c'est pas toujours un véritable choix. Euh, bon, on s'en cachera pas, là. C'est pas toujours un choix pour tous les élèves. Maintenant, je ne sais pas si je pense qu'il y aurait quelque chose à insister là-dessus de la part des enseignants sur, bon, à quoi ça sert ce qu'on est en train de voir dans ce cours-là, mais à quoi ça sert l'évaluation aussi, puis à quoi ça sert les réflexions. Et cet aspect-là, je pense qu'il faut les faire participer à trouver des réponses de à quoi ça me sert de réfléchir. C'est bête comme question, mais je pense que il faut amener les élèves à participer à ça et non pas juste leur dire pourquoi je vous demande de réfléchir, mais qu'eux-mêmes puissent faire ces liens-là avec à quoi ça peut leur servir de réfléchir. Absolument, tu as tout à fait raison. Ça fait partie quand on dit que de la mise en place de pratiques, de conditions favorables, ben oui, effectivement. Si l'élève, pour lui, c'est pas signifiant, s'il ne sait pas pourquoi, c'est pour ça qu'on l'a mis, cette question-là d'ailleurs, ben, il s'engage pas, effectivement. Merci. D'autres interventions? Ça va? On va y aller avec notre troisième élément de discussion, qui sont les embûches. Oui. Je m'excuse. C'est avant, justement, je voulais juste dire Excuse-moi, qu'il y avait une Daniel, remarque. j'ai pas entendu là. C'est pas grave. Je me fais un petit peu la contrôleuse du clavardage. Oui. Et Stéphane Coupal a envoyé un mot à tous les animateurs, mais donc je ne crois pas que Sylvaine a pu le lire parce que ça la concerne. Et Stéphane disait, Sylvaine a un art de représenter ce qui est confus dans ma tête. Merci. Je pense que je peux être parole avec plaisir de cette rencontre. Donc, Sylvaine, toi qui te questionnais tout à l'heure sur la pertinence de ton intervention, je pense que tu as ta réponse. Tu as un gros merci ici. Et les gens lèvent le pouce. Troisième... Pardon? Je voulais finir avec les questions, les sous-questions qu'on a mis. Si l'enseignant, c'est sûr qu'on voulait parler de l'élève, puis vous n'avez pas beaucoup parlé de l'enseignant, mais ça va ensemble. Mais toutes ces questions-là, c'est peut-être à récupérer parce que si les enseignants savent pas vraiment comment y répondre, c'est parce qu'il y a encore du travail d'un petit peu de planification à faire par rapport à l'auto-évaluation et à la régulation, là. C'est des pistes pour vous aussi, on les a mis dans ce sens-là, des pistes pour vous pour accompagner les enseignants à être à l'aise avec ces éléments. Troisième élément de discussion, les embûches. Parce que c'est bien beau maintenant de dire, on dit qu'il faut un climat de classe favorable, il faut favoriser l'auto-évaluation, il faut l'amener à apprendre. Tout ce processus-là, notre enseignant doit planifier, doit avoir peut-être certaines pratiques, etc. Mais quelles sont les embûches? Et là, je vous ramène aux diapositives précédentes où vous avez nommé des éléments qui étaient le rôle de l'enseignant. On va revenir avec le rôle de l'enseignant. Et là, on a sorti des éléments, mais parmi tous ces éléments-là, c'est quoi les principales embûches pour l'enseignant? Parce que ça vient aussi nous pister, nous. Anticiper ces embûches-là, c'est aussi anticiper l'aide, le soutien qu'on peut lui apporter. Donc, c'est quoi les principales embûches que l'enseignant auxquelles il aura à faire face? Stéphane. Moi, excusez, j'ai la voix rauque ce matin.
Moi, ce que j'entends souvent sur le terrain, c'est que alors que c'est un préalable à la démarche, c'est que les élèves ne sont pas capables de réfléchir. Puis moi, je me sens un peu démuni face à ça quand cette intervention-là arrive de la part d'un enseignant. Chose certaine, il y a des éléments qui ont été clarifiés aujourd'hui, mais c'est je trouve ça très difficile de ramener ça vers l'enseignant. Elle est dans un mode où elle ramène ça constamment aux élèves. Et moi, mon rôle, c'est de la ramener vers l'enseignant. Et c'est une embûche qu'on rencontre sur le terrain. Et pas seulement en PPO, PI, là, on voit ça en sciences et technologies aussi, là. Donc, l'embûche, si je résume bien ce que tu viens de dire, ce serait de dire, ben, finalement, ce qu'il faut entendre de son intervention lorsqu'elle dit que l'élève n'est pas capable de le faire, c'est peut-être moi, je ne suis pas capable de l'accompagner. Je ne sais pas comment le faire, comment l'accompagner vers cette réflexion-là, vers l'idée de porter un regard sur ses apprentissages et de les réguler. Je ne sais pas comment je peux le faire. Donc, ça nous ramène beaucoup à, bon, ici, Danielle, elle a souligné modéliser, ce qu'est une analyse, une explication, une justification, développer des pratiques, des ajustements, etc. Et ça nous ramène peut-être à certaines stratégies d'enseignement aussi, là. Donc, l'enseignant a aussi besoin d'apprendre à faire ça. Et là, ben, ça nous ramène peut-être à notre rôle d'accompagnement aussi. Effectivement, tu as raison. Donc, pour que l'élève soit capable de le faire, il faut d'abord que l'enseignant soit aussi capable d'amener son élève à le faire. Diane. Moi, je pensais à l'aspect baisse de motivation des élèves. Ça se peut-tu qu'à des périodes de l'année, dans ces cours-là, les élèves aient une espèce de baisse par rapport à la démarche, ou dire, bon, là, je suis un peu tannée, je l'ai déjà fait. Dans le fond, je pense que c'est un embûche par rapport des fois au... là, on vient de parler du être capable de, mais il faut vouloir. Tu sais, tu parlais tantôt là, d'engagement puis de motivation. Tu sais, il faut vouloir, faut le pouvoir, puis il faut avoir l'occasion de l'apprendre avant de le mettre en œuvre. Mais ça, je pense que c'est des embûches, là, les périodes de l'année où il y a peut-être des petites baisses. Des fois, c'est le groupe complet, des fois, c'est certains individus. Puis, en tout cas, je pense qu'il faut, dans la planification, peut-être, là, penser à certains moyens d'aller, je dirais, repartir le moteur de motivation, soit d'un groupe ou de certains élèves. Puis surtout, je pense par rapport à la réflexion, là, qui est un niveau plus élevé. Je ne sais pas si je me trompe, là. Dans le fond, je pose la question à d'autres personnes du groupe, si c'est juste moi qui le vois comme ça. Bien, tu sais, la motivation, c'est un élément important que tu amènes là. Puis c'est quelque chose qui a toujours ressorti dans toutes les interventions qu'on a faites lorsqu'on allait en formation, lorsqu'on rencontre des enseignants, des conseillers pédagogiques, etc. Ça a toujours été un élément qui est ressorti très, très fort, la baisse de motivation. Au mois de janvier, c'est un élément qui ressortait fort dans mes classes aussi en PPO. Puis oui, il y a différentes prises qu'on peut avoir. Donc, quand on parlait d'engagement, tu sais, que de remettre, Marc tout à l'heure disait d'accepter de donner le rôle à l'élève, tu sais, qu'il devienne maître un petit peu de sa démarche puis de ses apprentissages. C'est très porteur de sens, ça. Être un maître de ma démarche, ça veut dire que je me donne des objectifs, je me donne moi-même des buts, puis que je me les fixe peut-être par rapport à une démarche précédente, puis je vais plus loin, puis on m'accompagne, on me donne des pistes de réflexion pour aller plus loin aussi. Et donc, ça évite un petit peu la répétition aussi. Je me rappelle que j'avais des élèves, puis là, je vous ramène un petit peu de vécu personnel.
je pense que tous les enseignants l'ont fait. Moi, je l'ai fait. Et bien humblement, là, ça ne me gêne pas de révéler des pratiques que j'avais qui étaient peut-être pas correctes, en tout cas qui nécessitaient un ajustement aussi. Euh, le fameux canevas de planification ou la fameuse feuille de réflexion avec des réflexions qui revenaient, qui étaient souvent les mêmes, ou j'avais peut-être pas bien ciblé les objets de réflexion, et là, qui voyaient une répétition, toujours la même chose à faire. Il y a quelque chose là aussi à travailler de la part de l'enseignant dans ce qu'il propose. Donc, quand est-ce que je propose cette auto-évaluation, puis de laisser l'élève aussi faire ses choix d'outils, ses choix de moyens, ses choix de buts d'apprentissage, d'objectifs qu'il se donnera pour une prochaine démarche ou suite à cette régulation-là. Donc, on a peut-être une prise là. Mais la motivation, il y a aussi tout ce qui est externe, là, mais qu'on a moins de contrôle. Tout ce qui est externe, là, mais qu'on a moins de contrôle, que l'enseignant a moins de contrôle, mais au moins, il faut qu'il pousse sur ces boutons-là, moi, je pense. Oui, je trouve Diane. ça intéressant quand tu parles de se donner des buts d'apprentissage et de revenir à ces buts d'apprentissage-là en janvier. Puis je pensais justement à cette période-là, moi aussi, là, de revenir à ça, puis de voir s'il n'y a pas des ajustements à faire par rapport à ça. Puis ça, en tout cas, je pense que c'est sûr que donner du pouvoir sur des buts d'apprentissage, ça donne pas juste des buts de ce qu'on veut faire plus tard dans la vie, mais des buts d'apprentissage immédiats, là. Ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi à pas oublier. Merci. Stéphane, je vois que tu as la main levée, mais je ne sais pas si c'est une vieille intervention. Non, c'est un... OK, c'est beau. On a Isabelle aussi dans le clavardage qui nous dit s'engager dans sa recherche de projets d'orientation et engager son entourage avec lui. Absolument. Sylvaine. Je voudrais un peu répondre à Stéphane parce que quand il dit que qu'une des embûches, par exemple, c'est des enseignants qui peuvent dire le niveau de réflexion, c'est quelque chose de très, très difficile. Je suis en grande partie d'accord. Puis moi, je me questionne beaucoup sur le sentiment d'efficacité personnelle qui pourrait être une embûche majeure pour les enseignants qui commencent pour une première année et à qui on amène plusieurs défis qui sont et d'avoir une gestion de classe qui soit tout à fait différente de peut-être ce qu'ils connaissent dans des disciplines plus traditionnelles, je dirais, et de maîtriser un petit peu le système scolaire québécois, puis des fois différents programmes de formation et de nourrir les élèves au niveau de leurs objectifs, des objectifs d'apprentissage qui sont un peu différents, effectivement, là, des autres disciplines. Fait que je me dis, ce que je m'aperçois, moi, c'est que les enseignants qui sont rendus à leur 4e année, c'est eux que je vais accompagner dans leur réflexion à mettre les élèves un peu plus, donner une importance un peu plus grande à l'auto-évaluation puis à la régulation. Et c'est extrêmement difficile pour une enseignante de commencer et surtout si c'est imposé dans sa tâche d'aller un peu plus loin au niveau de la réflexion. C'est ça que je vais apporter en réponse à la question de Stéphane. Bien, Sylvaine, je trouve ça tellement important ce que tu es en train de dire là. Puis j'ai le goût de te dire, si on inversait les rôles et que vous, comme accompagnateur, vous deveniez l'enseignant et que l'élève soit l'enseignant, il n'y a pas quelque chose là à l'enseignant à lui dire tout ce qu'on a sorti tout à l'heure, se donner le droit à l'erreur, l'auto-évaluation, porter un regard sur ma planification, sur mes pratiques, me donner le droit d'ajuster puis de réguler. Il n'y a pas quelque chose là. Puis ce transfert-là, quand l'enseignant l'a bien compris que lui il a ce droit-là, puis qu'il passe à travers ce processus-là de le transférer en classe maintenant, c'est pas une belle piste, ça, de travail à faire avec l'enseignant? Je sais pas, ça m'amène à amener cette affirmation-là, mais peut-être que je suis à côté, là. C'est vous qui accompagnez les enseignants. Je vois des petits pouces levés. Je vois Alain qui a levé la main. Vas-y, Alain. Ben, ce que tu nommes, Nathalie, en fait, je viens de souligner encore parce que depuis tantôt que je suis en train de faire mon plan de formation pour l'année prochaine, à partir de ce qu'on discute depuis ce matin.
Et puis, un des éléments que j'avais nommé, c'est effectivement, c'est que l'enseignant a besoin de vivre des expériences comme l'élève vit dans une classe PPO ou Explo ou SE, de façon à ce qu'on puisse l'amener à faire effectivement ces réflexions-là et que lui permettre de voir que lui aussi est dans le processus, que la façon qu'on est en train d'enseigner dans ces cours-là est pas la même. Ça pourrait, mais pour l'instant, c'est pas encore la même façon qu'on enseigne dans les autres cours. Et ça lui permettrait de voir c'est quoi le processus de l'élève, parce que lui, il est en train d'en vivre un aussi, là, dans le changement de pratique, dans la régulation, l'auto-évaluation de ce qu'il est en train de faire avec l'élève, puis au niveau de ses apprentissages, au niveau des nouvelles façons de voir euh, ça, toutes ces manières de s'approprier le cours, mais aussi de s'approprier l'évaluation, puis la réflexion par rapport à tout ça. Voilà. Merci. Daniel? Moi, c'était juste pour dire que c'est Muriel qui a pris soin de souligner des éléments qui probablement elle décode comme étant des embûches. Fait Ah, que les OK. deux éléments soulignés, c'est sans doute ce qu'elle cible comme étant des éléments, des défis à relever là, pour les Merci. enseignants. Puis en même temps, je viens d'avoir une bouffée de fierté pédagogique toute la matinée, mais particulièrement dans les dernières minutes là. Parce que quand on parlait d'un climat de classe à créer pour être capable ben, c'est à peu près ça qu'on a, nous, dans le comité, puis c'est tellement riche, là, ce matin. Toujours, toutes les rencontres. Mais ce matin, waouh! Merci, Daniel. Ben, c'est notre classe, c'est ça. M- Muriel, tu avais la main levée, je t'écoute. Il y a des éléments aussi Est-ce qu'on que vous m'entend? voulez ramener avant qu'on parte en Et là, pause? Oui, maintenant je je t'entends. n'avais pas activé mon Vas-y. micro. Oui, je trouve la discussion tellement intéressante et en fait, la réflexion que je vais faire, c'est ouh là là, j'ai du travail à faire l'année prochaine encore, hein. Je fais juste commencer, moi, dans ces dossiers de SE et de PPO, même le PPO est nouveau de maintenant, là. Alors, oui, j'ai du travail à faire au niveau de la modélisation pour l'enseignant, pour changer ses pratiques, etc. À petits pas, tranquillement, doucement, mais sauf que oui, Oui. je trouve ça intéressant. Et vous aussi, vous avez droit au petit pas, hein? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Merci. On a parlé beaucoup des embûches de l'enseignant, l'élève. On l'a fait un petit peu par la bande aussi. Est-ce qu'il y a des éléments aussi que vous voulez ramener avant qu'on parte en pause au niveau de l'élève? Ça serait quoi ces principales embûches? S'il y a quelque chose de plus à ajouter, peut-être vous pouvez utiliser votre surligneur puis faire comme Muriel tout à l'heure l'a fait, puis on discute autour de ça. Ou s'il y en a qui ont des interventions. C'est beaucoup, beaucoup. Une embûche, puis quelque chose. Donc, prendre des risques, absolument. Relations interpersonnelles, être maître de sa démarche, c'est pas facile pour l'élève, il faut l'accompagner effectivement. Pour l'élève, il faut l'accompagner effectivement. J'aurais comme envie de vous dire le filet. Oui, ça c'est l'enseignant aussi. L'enseignant, c'est lui le filet, c'est lui qui met le filet de protection. J'aurais envie de dire aussi, c'est un apprentissage, hein? Apprendre à s'auto-évaluer. Donc, puis les attitudes à adopter face à ça, c'est beaucoup, beaucoup une embûche, puis quelque chose auquel on doit tenir compte. Il y a quelqu'un qui me fait une belle flèche vers faire confiance au filet. Absolument. Mais c'est beaucoup relations interpersonnelles, bien établir nos rôles, enseignants, élèves, et absolument faire confiance au filet. Autre chose? Vous noterez vos états d'âme et au retour de la pause, je vais... Oui.